Alors, bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cette discussion autour des travaux qu'on a effectués sur la PAC. Alors, la PAC, c'est 60 ans d'histoire européenne, depuis le traité de Rome et la conférence de Stresa, dans un objectif de sécurité alimentaire européenne. C'est aussi 60 ans de recherche à l'INRA. Quand on fait des recherches, quand on regarde les premiers papiers publiés sur la PAC, c'est ça. Et alors, on pourrait bien sûr y passer des heures, des jours. Alors là, on a 2 heures. Et je vais vous présenter rapidement le contexte dans lequel ces travaux ont été effectués. Donc, en fait, il y a 4 ans, on a remis en œuvre un groupe de recherche et de réflexion sur l'avenir. Et donc, la prochaine mouture de la PAC post-2020. Et donc, ce qu'on va vous exposer ce matin, on va se centrer sur l'analyse de la PAC en cours et sur les propositions qui sont mises sur la table par la Commission européenne en 2018. Donc, il y a deux supports particuliers. Il y a d'une part, on a publié un ouvrage et on va s'appuyer sur ces travaux de recherche. Donc, c'est 27 co-auteurs qui ont participé à une réflexion autour donc, de la politique agricole commune demain, en partant de hier et aujourd'hui, parce que tous travaux sérieux commencent par regarder ce qui s'est passé avant pour se demander où on va ensuite. Et ensuite, on a, suite à ces travaux-là, répondu à un appel d'offres du Parlement européen. Et on a produit un travail pour le Parlement qui se pose la question de l'articulation entre PAC post-2020, ses ambitions et les ambitions du Green Deal. Donc, les ambitions du Green Deal, enfin du pacte européen, du pacte vert européen, et la neutralité carbone de l'économie européenne à l'échéance de 2050. Alors, sur l'ensemble de ces travaux, ce qu'on va vous présenter, donc c'est d'une part des travaux menés sur l'ouvrage. Donc on a divisé en trois grands enjeux, la PAC et l'économie, avec un travail autour des revenus et des enjeux de revenus agricoles, de répartition de la valeur. Ensuite, tout un deuxième PAC qui est autour de PAC environnement et santé, où on se pose des questions sur l'agriculture, la PAC, le climat, la biodiversité, des questions de transition agroécologique. Pour aller jusqu'à, faut-il prendre en compte une dimension de santé dans la PAC? Et puis, il y a un troisième grand PAC dans cet ouvrage, une troisième grande partie autour du développement rural et de l'innovation. Et sur chacun des chapitres, vous trouvez la même structure. D'un côté, on a un état des lieux de la situation, puis ensuite, on analyse comment ces enjeux sont pris en compte par la PAC et puis on boucle sur une analyse critique de cette prise en compte et des recommandations. Et alors, quand vous regarderez, on a aussi bien des économistes, des agronomes, des écologues, des zootechniciens qui ont travaillé, mais n'empêche que la grille de lecture, c'est là une grille de lecture de l'économie publique qui, en fait, offre un cadre de réflexion pour travailler l'intervention publique. Et l'intervention publique, au regard de ce cadre d'analyse, il se justifie pour corriger des distributions de revenus inégaux, de corriger des distorsions de concurrence et des excès de pouvoir de marché. Il vient aussi intervenir en termes d'incomplétude de certains marchés, notamment sur une forte présence d'incertitudes ou de risques. Et puis enfin, et ça c'est aussi un point très très important en termes de PAC, il se justifie dès lors qu'il y a des problèmes en termes d'effets externes. Dit autrement, si dans la relation au marché, vous avez un bien public qui va en fait intervenir, où vous faites intervenir une tierce personne que l'acheteur et le producteur. Tiens, je vois que Philippe vient d'arriver. Vous allez voir, ça va aller impeccable. Je vais lui donner la parole dans 3 minutes. Alors, sur ce cadre général qui a été produit pendant 3 ans et sur l'ouvrage, donc je vous disais, on a répondu à un call du Parlement européen et on vous présentera la réflexion qu'on a menée sur la PAC post-2020 et qu'est-ce que ça nous dit et qu'est-ce que nous dit en fait ces nouvelles ambitions de l'Europe, donc de neutralité carbone, et comment elle interroge les modifications et les réflexions sur la PAC après 2020.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la parole tout de suite à Philippe, et puis je reviendrai sur la fin. Merci Philippe. Ton micro est coupé, je crois. Ton micro est... Voilà, il est remis. Bon, bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment désolé. Voilà, c'était un peu la galère de connexion ce matin sur Livestorm. Donc du coup, j'ai raté ton début d'introduction, Cécile. Je vais essayer de pas être redondant. Je voulais quand même être là à la fois pour saluer tous les collègues et tous les partenaires qui sont connectés, nombreux à ce webinaire. C'est pas une surprise complète vu le sujet et l'intérêt du travail qui est présenté, mais ça fait plaisir. C'est l'occasion de vous saluer et de saluer à travers vous deux qui l'animez, tout le groupe de travail qui a fait un super boulot. Et puis de revenir un peu, mais rapidement, je vous promets, sur le pourquoi. Pourquoi on avait lancé ça. Moi, quand je suis arrivé à l'INRA, maintenant, ça fait longtemps, c'était il y a un peu plus de 4 ans. J'étais arrivant du ministère de l'Agriculture, dans cette magnifique maison qui était l'INRA, aujourd'hui INRAE, je sentais qu'on avait, sur un sujet aussi majeur pour notre agriculture, l'agriculture française, l'agriculture européenne, qui est la PAC, qui avait un potentiel de connaissances, de compétences scientifiques au sein de l'Institut qui était peut-être, on va dire pudiquement, insuffisamment valorisé, exploité. Il y a plein de raisons pour ça. C'est les politiques publiques, c'est évidemment quelque chose qui est toujours complexe. Celle-là, tout particulièrement, une politique à 28 qui est issue d'une longue série de PAC successifs qui ont essayé de s'adapter au contexte international, aux enjeux de la compétition mondiale, de l'OMC, de l'environnement progressivement, et qui ont des rythmes de négociation, de conduite qui sont évidemment assez lourds. Et donc, insérer de l'évaluation, du retour d'expertise scientifique, honnêtement, c'est pas si simple. Ça avait existé dans un plus lointain passé entre l'INRA et le ministère de l'Agriculture, ça s'était perdu. Et donc, on a fait le pari avec le ministère de l'Agriculture et la DGPE que je salue, de se dire, essayons de connecter le rythme de la conception de politique publique, de la gestion, de la négociation que peut mener le ministère de l'Agriculture avec ses partenaires, il ne le fait pas tout seul, et puis ce qu'apportent les compétences scientifiques de l'INRA à l'époque. Et donc le travail qu'on a fait avec l'animation d'Hervé et Cécile, ça a été déjà d'identifier des compétences qui soient celles des agronomes, bien sûr, des économistes, mais aussi des spécialistes de l'environnement. Il y a beaucoup de sujets qui tiennent à ça, et de monter des séminaires, des groupes de travail, c'est ce que tu étais en train d'évoquer, Cécile, rapidement, qui ont pu plancher sur des sujets qui avaient été un peu co-décidés avec le ministère, qui étaient des points clés, l'environnement, le changement climatique, la question des risques, le Brexit. On est à quelques jours d'un potentiel no deal et on voit bien l'impact que ça peut avoir, les questions liées à la production animale, à l'alimentation et à la nutrition insuffisamment prises en compte selon nous dans la PAC, et aussi au développement rural. Et voilà, 27 collègues, dont des zootechniciens, des agronomes, des écologues, voire des généticiens se sont mobilisés et ont fait un bon travail, comme vous allez le voir, avec toute une série de séminaires dans lesquels les responsables du ministère de l'Agriculture ont pris le temps de venir plancher, de poser des questions et d'expliquer comment on fonctionnait. Et ça, je crois que c'était un peu original, un peu inusité, cet engagement conjoint. Et ça produit un certain nombre de choses, des choses qui sont pas toutes dans le livre, hein, les interactions entre les responsables du ministère, y compris encore récemment la DGPE, les équipes de Valérie Métry-Chequet qui ont interagi avec nos équipes sur des éléments de l'éco-scheme qui sont des points importants pour la position française. Tout a pu se passer aussi comme ça, de façon assez fluide, mais il y a le bouquin Quelle politique agricole commune demain qui vient présenter ce travail que vous allez discuter aujourd'hui. Et puis, il y a la prolongation, je trouve, assez heureuse, on ne pouvait pas le prévoir à l'époque, c'est que finalement, cette expertise rassemblée, elle était aussi visible et un peu intéressante du point de vue de l'Union européenne. Et donc, le Parlement européen, quand il a fait son call, a retenu une équipe française avec copiloté AgroParisTech INRAE, avec 10 co-auteurs, et qu'on fait un très bon travail qui va vous être aussi présenté cet après-midi. Et donc, en quelques mots, cette expérience, ça illustre quelque chose que je voulais aussi souligner ce matin, c'est qu'un établissement de recherche comme INRAE, qui évidemment a pour vocation de produire des connaissances scientifiques nouvelles dans tous les domaines, qui sont vastes,
a aussi une mission, alors on le sait, c'est plus classique de parler d'une mission de transfert, de valorisation, d'innovation vers la société, vers le marché, les applications concrètes, mais on a aussi une mission d'expertise d'appui aux politiques publiques. IRSTEA, nos collègues d'IRSTEA, avant la fusion avec INRA, y étaient très attachés, et notamment dans des champs qui sont ceux des risques naturels, de l'expertise pour le ministère de la Transition écologique ou les agences, mais l'INRA le faisait aussi dans son domaine, de façon peut-être moins connue, mais je pense au travail qu'on fait sur la question des sols, qui est majeur, les travaux qu'on mène avec le GEVES sur l'évaluation des semences qui sont évidemment très importants, des travaux qu'on peut faire en toxicologie alimentaire, des travaux qu'on fait avec la DGEL sur les plateformes d'épidémiosurveillance, bref, dans tous nos domaines, ou presque, on a une partie d'appui aux politiques publiques, et c'est ce qu'on a essayé, j'allais dire, de professionnaliser, de rendre encore plus efficace, plus efficient dans le nouvel établissement INRAE, avec la mise en place d'une direction générale déléguée à l'expertise et l'appui aux politiques publiques. Voilà, je ne veux pas en dire trop là-dessus, mais c'est, je trouve, ce travail sur la PAC assez symbolique de cette volonté d'avoir une science sur les fronts de science, au meilleur niveau international, mais aussi une science utile, une science qui a de l'impact via l'innovation, via l'appui aux politiques publiques. Et cette expertise, ce que je trouve aussi intéressant là dans la démarche, c'est qu'elle est faite en priorité évidemment pour les pouvoirs publics français, mais ça va au-delà. Parce que évidemment, ces politiques, ces transitions, elles se pensent aussi à l'échelle internationale. Le travail qui est engagé avec le Parlement européen, c'est aussi exemplaire de ce qu'on peut faire au niveau de nos coopérations en agriculture et transition agroécologique avec la FAO ou avec la Banque mondiale, pour ne citer qu'un exemple, ou ce qu'on va faire avec l'Agence européenne de l'environnement dans les prochains mois. Voilà, donc une grande satisfaction pour moi de voir tout le travail qui a été fait. Le fait qu'on a eu un petit peu du nez finalement en lançant ça, on était à peu près bien calé avec le calendrier, et donc heureux que vous puissiez être nombreux à échanger avec nos chercheurs. Donc je veux pas perturber plus Cécile, et je te remercie de m'avoir redonné le micro. Ta présentation, ton introduction et celle d'Hervé, donc je vous souhaite vraiment une belle journée riche, et puis qui va redonner certainement d'autres pistes de travail ensemble. C'est toi qui as plus ton micro, du coup, Cécile. Voilà, ton introduction est la mienne. Merci beaucoup. Donc, on va revenir à la suite de la présentation. Et justement, quand tu expliques qu'il est important de pouvoir fournir des éléments de réflexion, clairement, la PAC qui avait un objectif clair, dire il y a 60 ans, qui était d'autonomie et de sécurité alimentaire européenne, puis ensuite de soutien aux revenus forts, se retrouve maintenant face à des enjeux multiples et où clairement l'enjeu entre l'articulation entre des enjeux économiques pour les agriculteurs et pour la chaîne et pour l'ensemble de la filière et les questions environnementales et de santé viennent forcément, si ce n'est se télescoper, tout de moins interroger fortement leur articulation. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons centrer notre réflexion et notre présentation sur d'une part ce qu'on a fait et les réflexions qu'on porte entre le rôle de la PAC dans une démarche d'économie et d'économie des exploitations et de la filière, et puis l'agriculture et la PAC dans cet enjeu majeur environnemental qui se pose à l'Europe et au monde. Alors, ça va être la première partie de l'exposé. Et puis ensuite, donc, on en tirera des enseignements sur comment on peut réfléchir la prochaine PAC post-2020, puisque voilà, elle est tout de suite sur le métier. Et donc, c'est à ce moment-là Hervé qui reprendra la parole. Donc, les propositions de la PAC post-2020, relu dans le cadre d'analyse de l'économie publique tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure, et puis en s'interrogeant sur comment ces propositions de la Commission en 2018 vient ou non en synergie ou peut-être bien en questionnement avec les ambitions du Green Deal et comment la PAC et l'agriculture peut contribuer à répondre à ces ambitions. Alors, on ne va pas passer les 2 heures à présenter la PAC. Juste pour vous rappeler, donc, sur la dernière version 2014-2020, 2 grands piliers. Premier pilier qui est l'organisation des aides directes, des aides aux revenus, qui sont
les 3/4 en fait du budget, pour le coup, du budget de la PAC, avec une partie en aide de base à l'hectare. Alors, sur le petit graphique, tous les amateurs et les amoureux de la PAC connaissent ce graphique. Alors, je voudrais connaître la personne qui l'a fait à l'Europe, parce qu'il y a tout, il y a toute la PAC en si peu. Donc, vous voyez, voilà, juste au vert là, donc le premier pilier, avec le paiement de base qui est juste conditionné au BCAE, aux bonnes conduites agricoles et environnementales. La partie assurée, donc, qui est le paiement vert, 30% des aides directes qui sont conditionnées en fait, à 3 mesures de verdissement, le maintien des prairies permanentes, le maintien des surfaces d'intérêt écologique et l'obligation d'un minimum de diversification. Et puis, la France a retenu un top-up, c'est-à-dire un paiement supplémentaire pour les jeunes agriculteurs avec un maximum de 2% du premier pilier, une possibilité de paiement redistributif aux 50 premiers hectares, aux 52 premiers hectares, et puis un reliquat d'aides couplées, donc d'aides qui ne sont pas tenues à l'hectare, mais qui sont tenues à la production et qui sont notamment essentiellement tournés vers les ruminants, vaches allaitantes et vaches à lait. Le deuxième pilier, qui est abusivement appelé développement rural, fait à peu près 25% de la PAC en France. Pourquoi je dis abusivement? Parce qu'en fait, la moitié de ces aides sont des aides qui à direction de mesures agro-environnementales et climatiques, et d'aides à des zones à handicap naturel. Et en fait, on n'a que 15% de ces 25% qui sont dédiés à des mesures de développement rural hors agriculture. À noter, parce qu'on en reparlera après, qu'il y a donc 10% qui sont dédiés à l'organisation des filières et à la gestion du risque. Alors, c'était juste pour vous rappeler dans quel cadre on parlait. Et donc, c'est le premier domaine où je veux vous emmener réfléchir, c'est le rôle de ces aides en termes de soutien en revenus et leur avenir, aussi bien aides couplées que découplées. Alors, rappelons rapidement que les aides aux revenus, c'est 70% de la PAC en 2017, que les 10 premiers États membres agricoles en termes de volume font 78% de la production et 79% reçoivent 79% du budget de la PAC. Donc, en 2015, 20% des exploitations européennes ont ainsi reçu 80% des aides directes. Donc, la première question qu'on se pose, c'est bien quelle égalité de ce traitement? Alors, si ces aides ne sont pas égales, dans le sens où toute exploitation ne reçoit pas les mêmes aides, puisqu'en fait, notamment en termes d'orientation productive, la vraie question qu'il faut se poser, c'est la PAC est-elle équitable ou non? Alors, si vous regardez sur le graphique de droite, la première, donc, elle représente les parts des exploitations ayant un revenu courant avant impôt, un RCAI, donc un revenu courant avant impôt négatif. Ce qui est matérialisé ici, c'est que plus de 50% des exploitations agricoles françaises ont un revenu courant avant impôt négatif, hors subvention. D'accord? En fait, si vous regardez après subvention, qui est la barre rouge, on est à 17%, à 16 ou 17%. Donc, il y a un vrai rôle redistributif. Et si on regarde en termes de différentes orientations productives, par exemple, les bovins viande, plus de 85% des exploitations ont un RCAI avant impôt négatif hors subvention. Et en fait, vous voyez qu'elle se retrouve dans la moyenne nationale après subvention. Donc, la PAC joue son rôle d'amortisseur et donc de répartition des revenus plus équitable entre les exploitations. Alors, où on veut vous emmener réfléchir,
au-delà de tout dogme, c'est l'objectif du soutien et quelle est sa légitimité. Et donc, on s'est posé la question. Donc, le premier sujet auquel il faut réfléchir, c'est les problèmes d'évaluation des revenus agricoles, où il est très, très difficile. La grille de l'économie publique va justifier le soutien si, par exemple, on veut assurer au sein des agriculteurs, mais aussi au sein de la société française et européenne, une égalité de revenus. Mais on a un vrai problème d'évaluation des revenus agricoles. Et donc, je fais un clin d'œil, il y a un travail fait par des collègues qui vient d'être remis, qui a été fait, financé par le ministère d'ailleurs et le Centre d'études prospectives sur la mesure des revenus agricoles, qui a été piloté par Laurent Piette. Et si les questions vous intéressent, je vous enjoins à aller regarder ce travail. Alors, la question de la réduction de la pauvreté qui légitime l'action publique pose quand même la question de savoir si c'est un soutien sectoriel qui se justifie, ou bien ne devrait-on pas mieux réfléchir finalement à la mise en place d'un revenu minimum de la même façon qu'on traite des questions de pauvreté dans d'autres secteurs. Alors, ça c'est la première question. Alors, pour répondre que pour autant, d'autres objectifs de l'action publique légitiment l'action de la PAC en faveur des agriculteurs, et notamment des questions de distorsion, de concurrence et de risque, et on va passer après. Il est important aussi de réfléchir à la distinction d'actions en fonction des États membres et de leurs caractéristiques, et en fonction des types d'agriculture. Alors, je vous disais des questions, d'autres préoccupations viennent légitimer l'action publique en fonction de l'agriculture, et notamment des questions de répartition de la valeur entre les acteurs de la chaîne. Alors, le premier graphique qui n'est pas de notre production, qui est l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, met en évidence, mais clairement en clair, la part limitée finalement de la production agricole dans la décomposition d'un euro alimentaire. Alors, quand vous dépensez 100 € pour de l'alimentation, en fait, 14 € vont au secteur productif, agricole, pêche et aquaculture, et en fait, 65 € vont à l'aval de la filière, la transformation et la distribution. Et donc, clairement, cette part va diminuant. Donc ici, pour les gens qui sont habitués à regarder ces données-là, elles sont, les 14 €, elles sont comptées la restauration hors domicile. Si on les enlevait, la part serait un petit peu supérieure. Alors, bien sûr, ne soyons pas démagogues, cette part, elle est aussi parce que la transformation ne fait qu'augmenter, la transformation des produits agricoles mis sur le marché ne fait qu'augmenter, et donc, de facto, la part de la production agricole dans ces 100 € alimentaires va diminuer. Mais pour autant, il y a aussi une vraie question à se poser qui est une production agricole faiblement différenciée, avec une pression de la transformation pour de l'homogénéité. Et donc, cette part ne fait que diminuer. Deuxième question, autour de la répercussion des variations de prix de la production agricole. Alors, si vous regardez le graphique à droite, ce qui est avec les petits points et qui monte et qui descend, donc c'est les variations des prix des prix agricoles. En rouge, c'est celle sortant de la transfo, et puis en bleu, ce sont les cours de la distribution. Et donc, première chose que l'on constate, c'est que les répercussions, alors là aussi, de fait, par la part faible de la production agricole dans le prix final, alors, de fait, vous avez un amortissement des répercussions, mais un des grands arguments, c'est de dire aussi, mais la distribution, la transformation et la distribution répercutent
à la hausse et ne répercute pas les prix à la baisse. Donc, en fait, quand les prix agricoles, pour X raisons, et notamment les marchés mondiaux, se retrouvent à la baisse, eh bien, le consommateur n'en bénéficie pas. Et par contre, quand il y a une augmentation, cette augmentation est répercutée sur les prix. Et donc, derrière tout ça, il y a une vraie question de qui a le pouvoir de marché. Et donc, la PAC a un rôle à jouer sur ces questions de pouvoir de marché. Il y a eu des tentatives européennes encourageant le regroupement de l'offre. Il y a aussi des tentatives nationales, des questions de contractualisation, de construction des prix sur les coûts de production. Et souvenez-vous, cette histoire-là, elle était au cœur des assises de l'alimentation et de la loi Egalim. Et quand même, force est de constater qu'on en est encore loin et qu'on a un vrai problème, une vraie incapacité des pouvoirs publics à contrôler l'organisation des centrales d'achat et qui conduit à être dans l'incapacité de contrôler et de mieux répartir la valeur entre les acteurs de la chaîne. Et puis, rappelons que dans la PAC, et je vous disais tout à l'heure, 10% du deuxième pilier sont dévoués à l'organisation de la filière. Et en fait, quand on regarde bien, quand la PAC incite les agriculteurs à s'organiser, pour autant, les contentieux des regroupements d'agriculteurs invitent à repenser ces mesures de la PAC et de réfléchir la PAC et les droits de la concurrence conjointement. Et on pourrait discuter, par exemple, du fameux exemple de l'endive, où clairement, les organisations qui ont été incitées par la PAC ont été en fait critiquées et remises en cause par le droit de la concurrence. Alors, on voit bien que dans ces deux questions, la PAC doit jouer, donc, question de répartition du revenu et puis d'organisation de la répartition de la valeur entre les agents et les acteurs de la chaîne. La PAC a un rôle à jouer et qu'il va falloir réfléchir dans cette nouvelle PAC 2020. Alors maintenant, si on passe aux grands enjeux environnementaux, et vous verrez qu'ensuite, Hervé s'amusera à faire le lien entre les deux. Deux grandes questions qu'on va traiter ce matin au milieu de toutes les autres. On pourra revenir dans la discussion ensuite sur les autres, les questions d'eau par exemple. Le premier, clairement l'enjeu climatique, avec, quand on le met en parallèle avec les ambitions de neutralité carbone en 2050. L'agriculture est le deuxième secteur émetteur en Europe. Alors en France, ça va être le deuxième ou le troisième, enfin, mais bon, on est deuxième secteur émetteur, loin derrière le transport, mais très proche en fait en France du secteur résidentiel. Clairement, en fait, c'est les secteurs à usage énergétique qui l'emportent, mais l'agriculture, c'est quand même, alors selon la façon dont on mesure, entre 18 et 20% en France des gaz à effet de serre. Il y a une hétérogénéité en Europe. Donc, par exemple, l'Irlande, l'agriculture représente 30% de ses émissions de gaz à effet de serre versus Malte, où c'est juste 5%. Très rapidement, la répartition des émissions agricoles, plus de la moitié sont des émissions de méthane, donc associées à l'élevage et essentiellement à la fermentation entérique, 80% donc des ruminants. Et puis 40% de protoxyde d'azote qui sont pour les 3/4 des émissions liées à la fertilisation. Alors, si on regarde les évolutions de ces émissions, je vais passer à la diapo d'après, voilà. Si vous regardez, entre 90 et 2013, on a eu une diminution avec ensuite une réaugmentation à partir de 2013. Alors clairement, la moitié de la baisse des émissions agricoles a eu lieu au tout début des années 90 et en fait, elle a été portée par les pays qui vont rejoindre en fait l'Union européenne, puisque là on a fait une répartition sur les
l'UE 27. Et donc, en fait, cette diminution, elle est clairement liée aux pays qui vont rejoindre l'Union européenne au début des années 2000, et donc les pays de l'Est, qui étaient sur des modes de production différents, et donc avec une baisse, des émissions inférieures. Jusqu'à la fin des années 2000, en fait, la productivité des engrais augmentait, réduisant en fait les émissions du sol par kilo de céréales produits. Et de même, l'accroissement des performances laitières ont permis une réduction des troupeaux sans baisse de production. Mais depuis 2010, en fait, on a un accroissement des productions qui est plus rapide que celle de la productivité des engrais et des rendements laitiers, qui amène donc un accroissement des troupeaux et de la fertilisation. Et en même temps, on a un accroissement des productions et des émissions qui sont tirées par l'augmentation de la demande mondiale en produits animaux. Donc, à retenir, diminution depuis entre 1990 et 2013 de presque 25% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Et puis, depuis 2013, on a une réaugmentation d'environ de 2013 à 2017 de 4%. Et donc, ce trend qui est quand même à re-questionner face aux enjeux de neutralité carbone. Sur les questions de biodiversité, pareil, on va aller rapidement sur le constat. Si vous regardez sur les graphiques, on a 72% en fait, des habitats naturels qui sont déclarés en Europe, sur l'Europe 27, en situation non favorable, défavorable. Et l'objectif de la stratégie biodiversité de l'Union européenne à échéance 2030 serait de les amener à 50%. Et si on regarde les espèces en situation défavorable aussi, on est en plus de 50%, et l'objectif de la stratégie est de les amener à 38%. Alors, l'agriculture, elle est clairement engagée, sans être le seul facteur contribuant au déclin de la biodiversité, elle est clairement engagée dans cette action, d'une part par l'intensification des pratiques, par l'extension des surfaces agricoles, par le recours aux produits phytosanitaires, par la disparition d'éléments semi-naturels, et vous allez voir que tout ça, en fait, s'est embarqué par la PAC, par une moindre diversité des cultures, et par un abandon progressif des zones marginales, et conjointement remise en culture de jachère, notamment, essentiellement dans les pays de l'Est. Et puis, clairement, l'étalement urbain. Alors, ces mesures-là, comment est-ce qu'elles sont embarquées par la PAC? Alors, commençons par la biodiversité, c'est celle que vous avez en tête juste avant. La conditionnalité des aides découplées. Donc, les aides découplées, comme je vous le disais, sont conditionnées à des bonnes conditions agricoles et environnementales, et donc il s'agit de respect de directives, oiseaux, habitats, les bandes tampons, le contrôle sur le prélèvement en eau, des pratiques de travail du sol, etc. Donc, il y a une partie qui est embarquée. En fait, il y a une préoccupation dans la conditionnalité qui est clairement tournée vers les questions de biodiversité. Et puis, donc, les 3 mesures de verdissement, prairies permanentes, obligation d'une certaine diversité, et puis le développement des 5% de surface à intérêt écologique, qui conditionnent l'octroi de 30% des aides directes, sont aussi, vous avez vu, clairement tirées vers des préoccupations de biodiversité. De la même façon, les mesures agro-environnementales dans le 2e pilier, qui sont des contrats volontaires pour l'adoption de pratiques favorables à l'environnement, ont aussi cette vocation-là. Mais, d'une part, on a un faible niveau d'ambition de la conditionnalité, qui finalement conduit à très peu de mesures de pénalités pour non-respect, une modestie de ces pénalités quand elles le sont, un faible taux d'inspection, et sur les MAEC, une complexité des dispositifs. Donc, ce constat,
nous amène en fait à ensuite interroger comment faire mieux sur la prochaine PAC. Si on regarde sur les questions de climat, finalement, cette préoccupation, elle a été très tardivement intégrée dans la PAC. Les accords de Luxembourg en 2003, avec la conditionnalité qui inclut ces fameuses BCAE, protégeant le carbone du sol et le respect de directives limitant la fertilisation organique, par exemple. Mais si on regarde bien, elles n'ont pas d'objectif explicite d'atténuation du changement climatique. Et de la même façon, les apparitions de l'objectif climatique dans le deuxième pilier, avec l'ajout du C dans MAE, C, en fait, toutes ces mesures, elles sont plus cohérentes avec des questions dans le carbone du sol, mais finalement, elles limitent très peu, voire pas, les émissions liées à l'élevage. Et le maintien des aides couplées ne favorise pas ce travail de diminution des émissions liées à l'élevage. Donc la réforme de Tchalos en 2013, avec donc ces fameuses MAE devenant MAEC, qui était l'objectif de stopper la destruction des prairies permanentes et de conserver des éléments boisés. Mais comme je vous le disais, les aides aux ruminants restent massives et on peut s'interroger sur leurs questions, sur leurs objectifs. Alors, vous avez vu, je vous ai dit, ce qui nous intéresse là, c'est on va focaliser notre discussion entre comment on articule des enjeux économiques et des enjeux environnementaux. Et c'est comme ça qu'on va réfléchir l'avenir de la PAC en 2020 et comment elle s'articule avec ces enjeux du pacte vert. Et donc, c'est Hervé qui va prendre la suite de la discussion. Alors, on va prendre, je pense, quelques questions de clarification. Oui, merci Cécile. Donc, alors, effectivement, vous devez, mais vous le savez maintenant, vu que les uns et les autres, vous commencez à avoir l'habitude, je pense, d'utiliser la visio pour faire les conférences ou les webinaires. Vous avez la possibilité donc de poser vos questions par écrit, ce que beaucoup ont fait déjà. Et ce qu'on avait convenu un peu avec Cécile, c'est qu'on prenait 2 ou 3 questions en fait de précision à cette heure-ci, parce qu'il y a beaucoup de questions qui vont dans de nombreuses directions, et c'est normal, vu le thème. Mais alors sur les questions juste de précision, tout le monde ait la même information par rapport à l'exposé de Cécile. Alors j'en ai noté 2 sur précision. La première, il y a quelqu'un qui demandait si, je pense que ça s'adressait à l'euro alimentaire, si la décomposition que tu avais proposée était une décomposition pour la France ou pour l'Union. Donc, je te laisse répondre, c'est plus facile. Oui, les observations, en fait, c'est lié à l'Observatoire des prix et des marges et c'est bien une décomposition française. Voilà, et là, il y a une deuxième question, je pense que c'est important aussi de préciser. Il y a un autre participant qui pose la question, qui a compris en fait que le N2O représentait 70% des émissions de gaz à effet de serre en agriculture. Et je pense peut-être qu'il faut préciser ce qui est dans le tableau, parce que ce n'est pas ça le chiffre en fait. Non. Alors, je suis allée très vite. Donc, en fait, si on regarde donc, la répartition des émissions agricoles, vous voyez ma flèche, plus de la moitié sont des émissions de méthane. Et dans ces émissions de méthane, 80% sont des émissions liées à la fermentation entérique et 40% donc sont issues du protoxyde d'azote. Et c'est là que 72% de ces 40% sont liés à la fertilisation. Ok, merci Cécile. Donc, les autres questions, en fait, sont des questions que nous vous proposons, en fait, d'aborder à la fin avec Cécile donc, et moi, une fois qu'on aura eu la présentation complète, dans la mesure où, sur des points sur lesquels on va revenir, en particulier par rapport aux prairies permanentes, à l'extension des surfaces agricoles, etc., et à d'autres impacts environnementaux que ceux qu'a présenté Cécile, qui a centré en fait sa présentation sur climat, donc émissions de gaz à effet de serre et stockage de carbone d'une part, et biodiversité,
Évidemment, il y a les autres impacts environnementaux. Et du coup, ça me permet, avant de passer directement à la deuxième partie de la présentation, de dire que, évidemment, étant donné la contrainte de temps, il y a des points qu'on ne va pas aborder, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Mais donc, par exemple, dans l'ouvrage, je vais prendre un exemple, hein, il y a tout un chapitre sur l'innovation, la recherche et l'innovation, qui est évidemment essentiel pour un institut comme INRAE, qu'on abordera juste en passant aujourd'hui, sans centrer la présentation sur cet aspect. Alors, je défile. Donc, la deuxième partie donc, de l'exposé avant vos questions sera donc centrée en fait sur la future PAC et le Green Deal, à la lumière un peu des enseignements de l'ouvrage et de ce que Cécile a pu résumer, au moins pour certains aspects, dans la première partie de la présentation. Alors, très rapidement, comme vous le savez, il y a une nouvelle PAC qui est en discussion depuis maintenant 2 ans et demi, puisque la Commission avait sorti ses premières propositions pour la future PAC en juin 2018. Et comme vous le savez aussi, ou peut-être, il y a eu donc 2 ans et demi de négociations. Aujourd'hui, sur la table, il y a une proposition donc par la Commission, une proposition par le Conseil, une proposition par le Parlement, qui est discutée dans le cadre du trilogue. Et si j'ai bien lu en fait ce qui devait se passer, en tout cas sur une partie de cette réforme, il y a une réunion importante le 17 décembre. Alors, on va se baser essentiellement sur les propositions de juin 2018, dans la mesure où les propositions qui sont aujourd'hui sur la table dans le cadre du trilogue conservent en fait la structure qui avait été proposée par la Commission en juin 2018, proposition qui incluait en fait 9 objectifs spécifiques, enfin 10 spécifiques pour la future politique agricole commune, qui sont présentés sur la partie gauche de la diapositive, avec 3 objectifs économiques, 3 objectifs climatiques et environnementaux et 3 objectifs sociaux. Alors, des objectifs en fait consensuels, mais peut-être trop généraux, en particulier du fait qu'ils ne soient pas quantifiés, et donc posent en fait des problèmes de l'instrumentation au service de ces objectifs. Donc, ce que l'on va faire dans la deuxième partie, je vous présenterai rapidement le cadre de la future PAC, pour ensuite se poser en fait 3 questions principales. La première, c'est est-ce que l'instrumentation qui est proposée est adaptée ou pas? Et je pense qu'il y aura beaucoup de questions sur ce point-là. La deuxième question, c'est est-ce que les mesures en fait ou les instruments sont à la hauteur des objectifs? Et la troisième question, c'est est-ce que les objectifs sont à la hauteur des défis? Ce qui me permettra en fait de parler en fait du Green Deal, plutôt de la partie agricole et agroalimentaire du Green Deal. Donc très rapidement, les premières diapositives présentent un peu ce qu'est la future PAC. Alors il y a beaucoup qui connaissent, je pense, cela aussi bien que Cécile et moi, ou que les auteurs de l'ouvrage, peut-être d'autres moins. Donc si on essaie de résumer dans quelque chose qui est relativement complexe, la future politique agricole commune conserve en fait 2 piliers. Le pilier 1 financé totalement par le budget de l'Union européenne et le pilier 2 financé par les autorités nationales, voire régionales. Donc, dans le pilier 1 financé à 100% par l'Europe, en partant du bas de la diapositive, il y a un paiement de base de soutien du revenu, c'est le nouveau nom de l'aide découplée. En remontant, on introduit un paiement redistributif qui était facultatif dans la PAC actuelle, qui devient obligatoire, avec des seuils qui seront définis par chaque État membre. Ensuite, vous avez un rectangle en bleu pour signifier que c'est une des principales nouveautés en fait de la future PAC, c'est l'introduction dans le premier pilier de ce que l'on appelle des éco-régimes qui sont obligatoires pour les États membres, mais volontaires pour les agriculteurs, et qui doivent théoriquement cibler des biens environnementaux dans le premier pilier. Et ensuite, vous avez le paiement pour les jeunes agriculteurs, au moins 2% de l'enveloppe du P1, et enfin, les aides couplées. Alors évidemment, on pourrait passer le séminaire sur les aides couplées stricto sensu, mais vous avez l'architecture. Dans le pilier 2, il y a un certain nombre dits de développement rural, il y a un certain nombre de mesures, mais grosso modo, retenez qu'il y a peu de changements par rapport à aujourd'hui, avec seulement modification en fait de certaines règles de cofinancement. Mais le point, je pense qu'il faut retenir, c'est que vous avez dans ce pilier 2A, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les mesures climatiques et environnementales, donc les fameuses MAEC,
qui d'ailleurs vont changer de nom dans la future PAC, mais ça, c'est pas grave. Les aides pour les exploitations situées en zone présentant des contraintes naturelles spécifiques, également les investissements, et puis tout un autre ensemble de mesures très importantes, mais sur lesquelles on ne reviendra pas, sur par exemple la coopération, les échanges de connaissances et d'informations. Ensuite, du coup, ce qui est important de retenir, c'est que dans la future PAC, c'est la nouvelle architecture environnementale de celle-ci. Donc, c'est une diapositive qu'on a empruntée, en fait, un schéma qu'on a emprunté à nos collègues allemands, qui présente en fait la nouvelle architecture ou l'architecture environnementale de la future PAC, avec en bas la conditionnalité qui serait renforcée en particulier en intégrant les 3 mesures de verdissement relatifs aux prairies permanentes, à la diversité des cultures et au secteur écologique dont a parlé Cécile tout à l'heure. Et au-delà, pour les efforts qui iraient au-delà en fait de la conditionnalité, vous avez donc maintenant 2 types de mesures, comme aujourd'hui les mesures agri-environnementales, donc qui sont volontaires pour les agriculteurs et qui se présentent sous forme de contrat, et surtout peut-être la nouveauté, donc les éco-régimes, et je répète, qui sont obligatoires au niveau de l'État membre, mais aussi volontaires pour les agriculteurs. Donc c'est un schéma important que l'on utilisera tout à l'heure pour justifier un certain nombre de points. La 3e slide ou diapositive présente la dernière nouveauté majeure, si j'ose dire, de la future PAC, c'est l'introduction d'un nouveau modèle de gouvernance via l'établissement de plans stratégiques nationaux et des indicateurs de performance. Donc, cette diapositive empruntée à la Cour des comptes européenne présente en fait le va-et-vient qu'il va avoir entre les États membres, en bas et en bleu, et la Commission, en haut et en jaune, dans le cadre en fait de la future PAC et de l'établissement des plans stratégiques nationaux. Donc, au niveau européen, il y a fixation d'un cadre général, c'est en haut à gauche au-dessus du jaune. En bas, en bleu, vous avez donc la définition d'un plan stratégique où, sur la base d'une identification des besoins, on prend les mesures et on définit les interventions que chaque État membre va mettre en place avec la définition de valeurs cibles et intermédiaires. Et ensuite, il y a tout un processus de dialogue, d'échange, de construction et de suivi avec la Commission européenne. Alors, je ralentis un peu parce que je vois qu'on me dit de ralentir. Voilà. Et donc, la grande nouveauté, en fait, ou une deuxième nouveauté essentielle au-delà des éco-régimes de la PAC, enfin de la future PAC, c'est bien d'introduire plus de flexibilité, plus de subsidiarité, c'est-à-dire de confier, en fait, à l'État membre, dans le cadre de son plan stratégique, une mise en œuvre de la future PAC qui serait plus adaptée à ses besoins. Et c'est un point sur lequel nous allons revenir tout à l'heure, parce que la subsidiarité a du bon, mais aussi peut avoir du mauvais. Alors, j'essaie de ralentir. Donc, ce qu'on va présenter un peu maintenant, c'est essayer de répondre un peu à la première question que je vous ai introduite tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que les instruments, en fait, sont adaptés et sont conformes à ce qu'on a décrit, analysé, en fait, dans le cadre de l'ouvrage. Donc, je vais faire ça sur un certain nombre de points qui font écho à ce qu'a présenté Cécile. D'abord, en se posant la question de est-ce que la répartition des aides ou des soutiens de façon plus générale sera plus égalitaire ou plus équitable dans la future PAC. Alors, je vais illustrer ça par le tableau qui est dessous et qui est emprunté à notre collègue Vincent Châtelier de INRAE de Nantes. Donc, au niveau de la répartition des aides, il y a un processus de convergence externe entre États membres qui se poursuit. Mais moi, j'insisterai surtout aujourd'hui sur, le processus interne. Et en fait, la difficulté, c'est que vous allez avoir la mise en œuvre d'un paiement redistributif. Donc, vous allez pouvoir mettre des aides additionnelles sur les premiers hectares. Vous avez aussi des propositions de dégressivité et de plafonnement qui vont en fait plafonner ou rendre dégressifs vos paiements. Et donc, ça répond normalement à l'objectif de résoudre l'inégale ou répartition des aides en fonction de la taille. Et donc, c'est ce qu'illustre en fait ce petit tableau, vous montrant que via ces instruments, il est possible d'obtenir des redistributions importantes. Alors, PR, ça représente en fait le paiement redistributif.
PRO, c'est ce que l'on a appliqué en France dans le cadre de la PAC actuelle, donc que l'on a redistribué à hauteur de 10% sur les 52 premiers hectares. Et vous voyez donc qu'il y a une redistribution pour les plus petites exploitations au détriment des plus grandes. Et PR3 représente en fait un paiement redistributif à 150 € sur les 30 premiers hectares. Et vous voyez que là, la redistribution, elle est un peu par construction beaucoup plus importante. Et PD représente en fait le paiement dégressif. La PD1, en fait, qui est le noir, correspond à la proposition de la Commission, qui introduit une certaine redistribution, mais pas très importante. Et c'est essentiellement les très, très grandes exploitations qui sont pénalisées. Mais vous pouvez imaginer, par exemple, dès lors que vous avez un plafonnement, dès lors que vous touchez 60 000 € sans transparence GAEC, où du coup, la redistribution, elle est beaucoup plus importante. En outre, les éco-régimes peuvent aussi introduire de la redistribution, les mesures du deuxième pilier aussi, et dans la PAC, il y a des possibilités de transfert budgétaire importants entre les deux piliers. Et donc, ce que l'on veut dire, en fait, par là, c'est que la redistribution in fine qui sera opérée, elle est aujourd'hui aux mains des États membres dans leur cadre des plans stratégiques nationaux, dans le cadre de la définition de ceux-ci. Et donc, c'est les plans stratégiques nationaux qui vont en fait définir la redistribution qui sera opérée entre les exploitations au sein de chaque État membre. Et du coup, c'est juste pour le point de dire que du coup, il est difficile de faire des analyses plus précises tant que l'on n'a pas en fait ces plans stratégiques nationaux. Et ce qui veut dire que il faut vraiment avoir l'établissement de ces plans stratégiques nationaux pour voir en fait ces conséquences redistributives. Le deuxième point sur lequel je parlerai plus rapidement, c'est sur la répartition plus équilibrée de la valeur entre les différents maillons des filières. Donc, sujet qui est abordé, enfin, point qui est abordé dans le chapitre 4 de l'ouvrage. En fait, il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés dans la future PAC. Il y a un soutien augmenté au circuit court, à la construction de filières. Et en fait, ce qu'on peut apercevoir, comme le montre la loi Egalim en France, c'est que cette responsabilité en fait de la répartition au sein des maillons est largement déléguée aux États membres, en dehors, entre guillemets, de la PAC, par exemple, dans le cadre d'Egalim, même s'il y a des liens très forts, mais c'est donc aussi ici une responsabilité de l'État membre. Le troisième aspect, en lien avec le chapitre 5 de l'ouvrage, c'est sur la gestion des aléas. Là aussi, on dira qu'il y a peu de réelles nouveautés dans la future politique agricole commune, sachant que juste avant les propositions de juin 2018, et en particulier dans le cadre du règlement Omnibus de 2017, il y avait de nouveaux instruments qui avaient été introduits. Et donc, ce qui fait que l'on peut conclure que la boîte à outils de gestion des risques dans la PAC est riche, pratiquement complète, et conforme aux enseignements de la théorie économique. Et du coup, en particulier, en distinguant les risques très importants mais rares qui nécessitent une intervention forte de l'État et des risques moins rares dans lesquels on peut imaginer, en fait, et aux conséquences moins importantes, une association publique-privée allant jusqu'à une prise en charge uniquement par le secteur privé. Donc, en fait, ça pose deux questions. La première, c'est comprendre la sous-utilisation en fait, de la boîte à outils, et en particulier l'impact que l'on peut avoir d'une croyance que l'État ou les pouvoirs publics, de façon générale, interviendront en deuxième ressort, ce qui se traduit en fait sur la carte par des variabilités très fortes en fait des taux d'utilisation des pratiques assurantielles dans les États membres. Et la deuxième, des conditions d'utilisation de la réserve de crise, et en particulier, est-ce que l'on a appris des crises passées, et en particulier de la crise laitière. Le point suivant, c'est toujours en écho et en ligne avec la présentation de Cécile, c'est sur climat en fait et environnement. Et donc, je reprends le petit schéma là que je vous avais présenté tout à l'heure pour présenter l'architecture de la future politique agricole commune. Et en fait, il y a trois questions que l'on a mis en avant, en particulier dans le cadre de l'étude pour le Parlement européen. C'est d'abord à quel endroit vous définissez en fait la ligne de partage entre ce qui relève de la conditionnalité, donc qui serait en fait une contrainte ou une exigence, versus ce qui est rémunéré, soit au titre des MAEC, soit au titre des éco-régimes, et c'est la partie gauche en fait de cette diapositive.
Le point supplémentaire, c'est qu'on va vous proposer en fait d'aller au-delà en fait de la compensation des pertes de revenus ou des surcoûts en développant des paiements pour services. Et sur la droite de la diapositive, la question qui se pose, c'est que mettez-vous dans l'éco-régime relevant du pilier 1 et que mettez-vous dans les MAEC relevant en fait du pilier 2. Et donc, la théorie en fait du fédéralisme fiscal, dont le fédéralisme environnemental est une branche, recommande de dire que puisque les éco-régimes sont financés totalement par l'Union européenne, il faut mieux qu'ils ciblent les biens publics globaux, et les MAEC, cofinancés par les États membres, donc mieux adaptés peut-être à des besoins locaux, ciblent des biens publics locaux. Ce qui fait que sur climat et environnement, en mettant en avant un certain nombre de points, l'architecture environnementale de la PAC, de la future PAC, est partiellement conforme en fait aux deux principes pollueur-payeur, au sens où la conditionnalité pénalise les agriculteurs dès lors qu'elle est contraignante, et au principe fournisseur-bénéficiaire, au sens où vous récompensez les efforts additionnels. La grande question, c'est la ligne de partage entre ce qui relève de la conditionnalité versus des éco-régimes et des MAEC, et où on ne peut pas trancher par la seule théorie, voilà, où le seul discours économique ne permet pas de trancher. Et donc, ce que l'on propose, c'est d'avoir quelques règles simples quand même pour définir cette conditionnalité. D'abord, ce n'est pas de régression par rapport à aujourd'hui. Donc, on applique le principe de non-régression, ce qui veut dire qu'on applique au minimum ce qui est aujourd'hui dans la conditionnalité, plus les 3 mesures de verdissement qui sont intégrées. Le deuxième point, c'est qu'on couvre l'ensemble des surfaces et des agriculteurs pour avoir en fait une application au niveau de l'ensemble de l'Union. Troisièmement, c'est d'obliger en fait à reporter les émissions, les usages et les flux, ne serait-ce que pour asseoir les aides des éco-régimes et des MEEC. Et quatrièmement, c'est monter en progressif dans le temps des exigences. Le deuxième point, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est éco-régime versus MAEC. Là, je répète, parce que c'est un point important, c'est comme les éco-régimes sont financés à 100% par l'Union, de les centrer sur les biens publics globaux. Donc, le climat, la biodiversité, auquel on ajoute, nous, le bien-être animal, ainsi que les cibles du Green Deal, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Alors, il y a un point important qui est le point de la nature pure de bien public global versus local. Et ce qui importe, c'est que dès qu'un bien public a des caractéristiques globales, c'est de l'adresser plutôt au niveau européen, tout en tenant compte, évidemment, de particularités locales. Deuxième point, comme les MAEC, mesures agri-environnementales et climatiques du pilier 2, sont financées, en fait, sont cofinancées par les États, voire les régions, c'est de les cibler sur les biens publics locaux, soit le sol, l'eau, l'air et les paysages. Et troisième point, c'est de passer d'une logique de compensation des surcoûts et des pertes de profit à des paiements pour services. Dit autrement, c'est de passer d'une obligation de moyens, qui est largement celle qui prévaut aujourd'hui dans la PAC, à une obligation de résultat, sans s'abriter en fait derrière l'excuse de la boîte verte à l'OMC qui ferait que ce n'est pas possible. En fait, l'Union européenne dispose de larges de manœuvres pour faire cela. Donc, il n'y a pas besoin de s'abriter derrière cette mauvaise excuse. De rendre les paiements proportionnés aux services, notamment climatiques et environnementaux, ce qui permettra, dans les futurs PAC, au-delà de 2027, à la fois de mieux légitimer le soutien et de développer en fait des paiements pour services qui ne seraient pas financés qui seraient financés pas seulement par le contribuable, mais aussi par l'usager intermédiaire et au final, ce qui veut dire en fait qu'il faut avoir des impacts pour pouvoir en fait développer des services financés par l'usager intermédiaire au final. Deuxième aspect qui sera traité en fait que par une seule diapositive, c'est donc on a vu en fait des possibilités d'améliorer l'instrumentation de la future PAC. C'est est-ce que ces mesures sont à la hauteur des objectifs? Alors, un peu de façon peut-être décevante pour vous, là c'est un aspect qui est très dur à apprécier, compte tenu en fait, ce que j'ai déjà dit, des nombreuses incertitudes qui demeurent. Alors, compte tenu aussi que les objectifs ne sont pas quantifiés dans la PAC, stricto sensu, mais beaucoup de choses vont dépendre
de ce que seront en fait les plans stratégiques nationaux. Et donc, c'est difficile en fait aujourd'hui d'apporter cette appréciation. On peut toujours faire des hypothèses sur ceci. Plans stratégiques nationaux qui donc doivent être accompagnés d'études d'impact définies sous forme de scénarios, mesurant les impacts et mesurant les trade-offs possibles. Alors, en dépit de cette difficulté, l'Union européenne, en juin 2018, a développé une étude d'impact. Alors, un exercice difficile, pour les raisons que je vous ai résumées il y a une minute, et aussi difficile à analyser en passant. Mais néanmoins, un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y a un trade-off qui ressort, donc entre l'économie et l'environnement, que j'ai résumé sous une phrase en fait tirée de cette conclusion en fait de l'étude d'impact proposée par la Commission européenne, et donc du coup en disant qu'au moins à court terme, dans son étude d'impact, la Commission analysait qu'il y avait une difficulté à concilier en fait environnement et économie, ce que l'on va voir à nouveau maintenant dans le cadre du Green Deal. Alors, du coup, c'est le troisième point de la deuxième partie de la présentation, c'est est-ce que les objectifs sont à la hauteur du défi, ce que l'on va introduire par en fait le Green Deal, ou le Green Deal européen, parce qu'il y a des Green Deals un peu partout en fait, mais le Green Deal européen. Donc le Green Deal européen est une initiative en fait de la nouvelle Commission européenne, l'initiative introduite en décembre 2019. Alors, le Green Deal, c'est pas que l'agriculture ou l'agroalimentaire, c'est l'ensemble en fait de l'activité en Union, tous secteurs confondus, avec un grand objectif, c'est la neutralité carbone en 2050, tout en ayant une croissance décarbonée et durable. Donc le schéma ici, qui doit être illisible peut-être chez vous, mais que vous trouvez en fait sur le site de la Commission, représente l'ensemble des objectifs et des secteurs qui sont poursuivis. Le Green Deal est décliné dans le cadre de plusieurs stratégies, dont deux qui vont nous intéresser plus particulièrement au titre de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est la stratégie de la ferme à la table, comme ils disent en français, farm to fork en anglais, et la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030. Et dans ces deux stratégies, en particulier, partie droite de la slide, l'Union européenne, la Commission fixe en fait des objectifs quantitatifs ambitieux, voire très ambitieux, essentiellement pour l'agriculture en 2030, moins en fait pour le secteur agroalimentaire. Donc, c'est une réduction des émissions de gaz à effet de serre, de non-CO2, donc essentiellement le CH4 et le N2O, de moins 35% par rapport à une référence 2015, une réduction de 50% des pesticides et des usages de pesticides et des pesticides les plus risqués, une réduction des excès en fait, d'azote de 50% qui conduirait à une réduction des usages de moins 20%, réduction des antimicrobiens de moins 50%, des surfaces en agriculture biologique qui, à l'horizon 2030, seraient égales à 25% de la SAU, 10% en zone protégée, 10% de la SAU en éléments fixes du paysage, et j'ai rajouté en fait la réduction des pertes et gaspillages de moins 50%. Donc, vous le voyez, c'est des objectifs très ambitieux parce qu'on est en 2020, donc 2030, c'est dans 10 ans. Voilà. Et donc, la question qui se pose, c'est maintenant comment en fait la PAC peut contribuer à ces objectifs. Alors, avant de voir cela, juste ici pour vous présenter sur quelques slides, en vous disant que atteindre en fait ces objectifs agricoles du Green Deal nécessitera des efforts importants si on souhaite les atteindre, et en particulier d'inverser de nombreuses tendances. Alors, je vais prendre, mettons, les émissions de gaz à effet de serre, qui sont donc dans le graphique qui est au nord-ouest sur la diapositive. Et vous voyez que les premières barres représentent les évolutions passées, et vous avez la dernière, en 2030, les objectifs, donc il y en a deux, mais ce n'est pas grave, retenez le point gris si vous voulez, et vous voyez que la tendance 2000-2018 est loin de permettre d'atteindre cet objectif, et que la tendance plus récente 2013-2018 est loin aussi de l'atteindre, encore plus d'ailleurs. Pour les pesticides, c'est la même chose. Pour l'azote, est représenté ici par la balance azotée brute, c'est la même chose. Et même pour des secteurs dans lesquels
en fait, l'évolution est positive, c'est l'évolution, en fait, de la surface en agriculture biologique. Vous voyez que la prolongation de la tendance, même si les chiffres augmentent, fait que vous serez loin à l'échelle de l'Union européenne, en fait, de la cible de 25%. Donc, juste pour préciser qu'il y a un seul, en fait, objectif qui serait atteignable en prolongeant les tendances, c'est l'usage des antibiotiques. Alors, en élevage, la réduction des usages. Comment, alors la future PAC peut contribuer à l'atteinte de ces objectifs agricoles du Green Deal en jouant sur 4 leviers, la conditionnalité, les éco-régimes, en consacrant des budgets en fait aux objectifs du Green Deal, en particulier à la protection de la biodiversité et à la lutte contre le changement climatique, et en renforçant le modèle de gouvernance sur les indicateurs, le suivi et le contrôle. Et ici, on a choisi en fait de vous présenter sur l'exemple des éco-régimes. Vous trouverez dans le rapport que l'on a fait pour le Parlement plus de détails sur la conditionnalité et les autres aspects. Mais sur les éco-régimes, en fait, ça nous conduit à proposer ou à inciter en fait à développer des mesures qui soient ciblées sur le changement climatique, la biodiversité, les sites du Green Deal et le bien-être animal. Donc, sur le changement climatique, c'est à cibler sur les prairies permanentes, en imposant un non-labour à l'échelle de la parcelle, 3 niveaux de paiement en fonction de l'âge de la prairie, puisque plus la prairie permanente est âgée jusqu'à des horizons très lointains, elle stocke du carbone, avec un bonus sur les légumineuses. Le deuxième mesure d'éco-régime, c'est pour mieux protéger et même restaurer des zones humides et des tourbières. 2 mesures de l'éco-régime sur la biodiversité, sur la diversité des cultures, basées en fait sur le même principe, un paiement croissant avec la valeur d'un index de diversité, un bonus pour des parcelles de plus petite taille et un bonus 2 pour la couverture permanente des sols. Ensuite, une autre mesure sur les infrastructures. Je passe parce que je vais être trop long. Des mesures en fait qui seraient ciblées sur les cibles quantitatives du Green Deal, c'est-à-dire la réduction en fait des pesticides, la réduction des engrais et des antibiotiques, en récompensant en fait les efforts au-delà de la moyenne et d'une médiane, et un paiement croissant avec l'effort, et de même en fait pour le bien-être animal. Et donc c'est des mesures en fait qui permettraient en fait de contribuer à achever les objectifs du Green Deal. Mais le point important qu'il faut souligner, c'est que le Green Deal, ce n'est pas que l'agriculture et la politique agricole commune. Voilà. C'est une approche globale et cohérente de l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc ici, il y a 3 schémas en fait qui se succèdent pour vous montrer en fait ce que peut faire le Green Deal sur la partie gauche du schéma, c'est-à-dire que la PAC peut contribuer à inciter, développer, encourager les pratiques et les systèmes plus agroécologiques qui, pour l'agriculture, sont à la base du Green Deal, permettant en fait essentiellement via une réduction des intrants d'avoir des impacts positifs sur la biodiversité et l'environnement, moins d'impacts positifs en termes de santé et de climat, même si les impacts sont positifs. Mais, et c'est le point important, il n'y a pas en fait que la PAC qui doit jouer, il y a d'autres politiques qui doivent jouer, et donc il serait erroné en fait de ne donner qu'à la PAC la responsabilité de mettre en œuvre le Green Deal pour la partie agricole. En particulier, les pratiques et les systèmes plus agroécologiques encouragés par la PAC peuvent donner à une augmentation en fait des usages des terres agricoles dans l'Union, demande de terres augmentée, puisque vous restreignez les terres et donc vous pouvez voir, les agriculteurs peuvent chercher du coup à augmenter leur surface, et surtout au niveau du monde. Voilà. Donc, qu'il faut essayer en fait de contrebalancer par la politique commerciale, et donc la nécessité de mettre en place des mécanismes d'ajustement aux frontières de l'Union, des taxes carbone et de biodiversité, qui sont justifiées au titre des fuites de pollution, éviter les fuites de pollution à l'étranger, et l'assurance en fait d'avoir des conditions de production égales ou équivalentes en Europe et dans le reste du monde. Et je vais insister aussi sur un point, parce que c'est dans la littérature, il ne faut pas généraliser les objectifs agricoles du Green Deal à l'ensemble des agricultures du monde, notamment dans les régions où la priorité est à apporter de la fertilisation et de la protection des cultures et des animaux. Au-delà de la politique commerciale, il y a tout l'aspect demande, et en particulier les aspects régime alimentaire. Donc le Green Deal a aussi une ambition forte en matière de changement de régime,
via le développement de diètes plus équilibrées et via en fait un équilibre différent de celui qu'il est aujourd'hui entre protéines végétales et animales. Et c'est par ce biais-là que vous aurez sans doute l'impact le plus important de l'ensemble de la chaîne alimentaire sur le climat et sur la santé. Voilà. Et les réductions des pertes et gaspillages auront aussi des effets positifs en termes de climat, de santé et de biodiversité. Ce qui veut dire que, au-delà de la PAC, au-delà de la politique commerciale, il faut aussi considérer les politiques de promotion et développement de la bioéconomie circulaire et les politiques alimentaires et nutritionnelles, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, via l'information du consommateur, via le développement des actions sur la qualité de l'offre, la régulation de la publicité ou des politiques fiscales, c'est-à-dire des taxes ou des subventions. Et c'est cet ensemble-là que vous devez considérer quand vous analysez en fait l'ensemble du Green Deal. Ce qui m'amène à mon dernier point, c'est la cohérence en fait du Green Deal considère donc l'ensemble des actions depuis la production jusqu'à la consommation finale. Et donc, on peut se poser la question non seulement évidemment d'analyser l'impact en termes environnementaux, climatiques et de santé, mais aussi de regarder les conséquences économiques. Alors, la manière dont on va introduire les deux dernières diapositives, c'est en disant qu'il y a une étude en fait produite par nos collègues du département agricole des États-Unis, donc USDA, qui ont analysé en fait les impacts des mesures agricoles du Green Deal. J'insiste, les mesures agricoles du Green Deal sur l'économie et la sécurité alimentaire. Alors, je pense qu'ils vont considérer dans leur étude uniquement le scénario où c'est l'Union qui applique, puisqu'ils ont étudié deux autres scénarios où on étendait en fait aux partenaires historiques entre guillemets de l'Union, dont l'Afrique, le scénario Green Deal européen, puis à l'ensemble du monde. Ces scénarios sont très hypothétiques et certainement non souhaitables, comme je l'ai dit tout à l'heure, en particulier en Afrique. Cette analyse ferait que dans l'Union européenne, l'application en fait des mesures agricoles, donc essentiellement réduction des usages d'input et en fait réduction des surfaces par l'augmentation des infrastructures écologiques, vous auriez une baisse moyenne de la production de 12%, une hausse des prix de 17%, une hausse des importations de 2% et une baisse des exportations de 20%. Le sens de ces évolutions est conforme à une certaine désintensification. Néanmoins, il y a plusieurs interrogations qui se posent, et ce qui est en rouge dans la diapositive. D'abord, des interrogations sur les hypothèses ou sur des résultats. J'en ai souligné deux. La première, c'est on a du mal à comprendre les variations en moyenne pour les agrégats quand on regarde les variations des productions pris individuellement. Et le deuxième point que j'ai souligné, il est quand même difficile de comprendre comment une baisse de la production de 12 couplée à une hausse des prix de 17 aboutit à une baisse du revenu agricole brut de 16. Il y a des hypothèses additionnelles qui ont été faites, qui ne sont pas précisées dans l'étude et qu'il faut sans doute vérifier avec nos collègues américains. Mais les trois points sur lesquels il faut insister, c'est que ce sont des simulations statiques, donc sans prendre en compte aucun ajustement, ni des structures, ni des productivités, que ces résultats ne sont pas mis en regard des bénéfices climatiques, environnementaux et de santé qui sont importants, et que ça ne prend pas, comme j'ai insisté juste avant, ça ne prend pas en compte les aspects demande alimentaire du Green Deal. Donc, c'est en fait une analyse partielle de certains aspects du Green Deal et non pas une analyse du Green Deal dans son antériorité, non, dans son entier. Voilà. Dernière slide pour conclure, et sur un certain nombre de points par rapport à l'économie. Le premier point, donc, comme je répète, et je pense que c'est important de dire, il est sans doute non souhaitable d'étendre tel quel à toutes les agricultures du monde les mesures agricoles du Green Deal. Il y a beaucoup de zones du monde où le premier problème est d'avoir accès de façon suffisante à la fertilisation, par exemple, et à la protection des cultures. Le deuxième point d'insistance, c'est que le Green Deal, ce n'est pas que l'agriculture, c'est l'agriculture et l'ensemble de la chaîne alimentaire. Le troisième point, c'est donc qu'il ne faut pas considérer que la PAC peut tout faire en matière de Green Deal pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Il faut considérer un ensemble cohérent de politiques, couvrant en particulier en plus les politiques commerciales et les politiques alimentaires. Il faut développer des études d'impact sur l'ensemble de ces dimensions et pour l'ensemble des acteurs, avec de nombreux inconnus et donc
possiblement, il est sans doute préférable de développer des scénarios. Et le dernier point, en distinguant les impacts statiques, comme font nos collègues américains, et les impacts dynamiques. Et dans ce cadre-là, les points à traiter, c'est en fait d'analyser les gains à attendre des réductions des inefficacités, les gains à attendre de l'agriculture de précision et de la sélection, les gains à attendre de pratiques et de systèmes plus agroécologiques mis en œuvre à plus grande échelle et dans la durée. Et donc là aussi, il y a de nombreuses inconnues, et donc il faut développer en fait des paramètres, des flexibilités, il faut permettre en fait d'adapter un certain nombre de paramètres au fur et à mesure que l'on saura mieux les choses. Qu'il ne faut pas se cacher qu'il y aura sans doute des impacts économiques marchands, comme je l'appelle, possiblement négatifs pour certaines catégories d'exploitation ou s'il est augmentation des prix pour les ménages et en particulier les catégories les plus défavorisées. Impact économique et négatif qu'il faut mettre en regard des bénéfices climatiques, environnementaux et de santé et en permettant des compensations par transfert. C'est pour ça qu'il faut une analyse globale. Et deux derniers points, il faut mobiliser en fait le plan de relance et la finance verte, en particulier pour les investissements verts, enfin plus respectueux du climat et de l'environnement. Et troisièmement et dernier point, développer des sources complémentaires de revenus, en particulier des paiements pour services qui seraient financés par le contribuable et par l'usager de façon simultanée. Merci. Et donc, on va passer aux questions. Vous avez été nombreux à poser des questions dans le chat. Alors, juste, j'ai fait un petit… Hervé, un premier groupe de questions vient autour du rôle des PSN et de la perte ou non du pouvoir de l'Europe dans le pilotage de la PAC. Donc, comment tu vois, quel garde-fou mettre en place, comment ça doit s'organiser pour qu'on garde une vraie politique agricole européenne? Alors, c'est 3 points peut-être en réponse à cette question. Alors, en rappelant tout d'abord quelque chose que j'ai voulu insister dans notre présentation avec Cécile, c'est qu'aujourd'hui, il est quand même bien difficile d'analyser quels seront l'ensemble des impacts de la PAC tant qu'on n'a pas le contenu précis des différents plans stratégiques nationaux. Ça, je pense que c'est un point très important. La deuxième, c'est vrai que les PSN répondent à une demande légitime sur certains points d'une plus grande subsidiarité, donc d'avoir une PAC mieux adaptée en fait aux besoins locaux, etc. Ça comporte un risque, c'est que, ou deux même, un risque d'une part, c'est que vous adressez par construction un peu aux besoins locaux et que vous allez pouvoir du coup oublier les enjeux globaux sur lesquels on a insisté, nous, en matière de climat et de biodiversité. Bon, mais donc, et pour remédier à ça, il faut un contrôle fort de l'Union européenne. Et donc, la question qui se pose, c'est dans le cadre en fait, du Green Deal, où l'Europe se fixe des objectifs ambitieux et légitimes en matière de réduction des gaz à effet de serre, c'est comment vous allez les traduire dans l'agriculture au niveau européen et comment ensuite l'objectif agricole européen, vous allez le traduire dans chaque État membre. Donc ça promet de bonnes discussions, mais je pense que c'est important par rapport à ça. Et le troisième point sur lequel j'insisterai, c'est effectivement la demande de subsidiarité, voilà, engendre ou peut engendrer en fait des distorsions de concurrence entre États membres, du fait que d'aucuns seront plus allants sur les objectifs climatiques et environnementaux, d'autres moins, ce qui renforce en fait la nécessité, selon nous, en fait, de cibler les plans stratégiques avec des obligations à l'échelle européenne sur les biens publics globaux que sont le climat et la biodiversité. Mais dans tous les cas, et je finirai par là, il faut avoir dans les PSN des éco-régimes ambitieux. Alors, on avait une question sur la nécessité de l'étude d'impact. Alors là, clairement, ce besoin d'étude d'impact, on le partage. Alors, ce n'est pas un scoop, hein, quand on a fait la présentation au Parlement européen des travaux qu'on a effectués, le représentant de la Commission a annoncé une étude d'impact à venir. Donc,
la Commission est consciente aussi de cette nécessité et on attend toujours, comme vous, ce travail sur l'étude d'impact. Alors, Hervé, une question sur la notion de pollueur-payeur, hein, où un certain nombre de nos participants s'interrogent sur, en fait, par exemple, qui paie les protections de captage, comment est-ce que c'est vraiment possible de faire de mettre en place cette question de pollueur-payeur? Alors, oui, alors, quand je parlais, je voyais un certain nombre de questions. Donc, j'ai même vu quelqu'un qui a écrit beauf. Voilà, Oui. mais c'est pas grave. Alors, ce que l'on voulait dire, c'est que aujourd'hui, alors, une des difficultés alors, vous avez, mettons, des objectifs environnementaux, on va prendre ça, et climatiques, quoi. Aujourd'hui, la panoplie d'instruments à disposition de l'économiste, elle est très nombreuse. Et la difficulté est que vous pouvez atteindre le même objectif environnemental en utilisant des instruments très différents. Et pour vraiment simplifier à l'extrême et voire caricaturer, vous pouvez employer une taxe, vous taxez l'activité polluante, ou vous pouvez la subventionner. Et vous pouvez avoir le même résultat. Évidemment, ce que vous allez avoir comme effet très différent, c'est les effets redistributifs. Dans un cas, le pollueur, il est pénalisé, et dans l'autre cas, il est payé, en fait, il est subventionné. Donc, ce qu'on voulait dire, alors, c'est qu'aujourd'hui, la conditionnalité correspond en fait à une application du principe pollueur-payeur, au sens où on oblige l'agriculteur à respecter un certain nombre de contraintes, voilà, un certain nombre d'exigences, soit par l'obligation de respect de réglementation, soit par l'emploi de bonnes pratiques agricoles et environnementales. Voilà. Et au-dessus, les paiements aujourd'hui, par exemple, des MAEC, correspondent en fait à une application du principe bénéficiaire-receveur, fournisseur-bénéficiaire, puisque l'agriculteur, en fait, il est compensé pour des efforts qu'il ferait de façon additionnelle. La grande difficulté, et ça rejoint le bof de la question, c'est est-ce que vous considérez que l'application dans la conditionnalité du principe pollueur-payeur, elle est suffisante ou pas? Et dans l'application au-dessus des MAEC et demain de l'éco-régime, l'application du principe fournisseur-bénéficiaire, est-ce que vous considérez que c'est suffisant ou pas? Et donc, c'est là que l'on répond que la théorie ne permet pas toute seule, en fait, de trancher. Et donc, c'est des questions, en fait, de justice, d'équité, de votre vision du monde, etc. Des questions économiques aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on a établi un certain nombre de principes. Le principe de base, en fait, surtout de ne jamais redescendre, voilà, et de toujours progresser dans la conditionnalité et de mettre ça de façon progressive. Ok. Alors, on a toute une partie autour de PAC et alimentation. Et clairement, nous, c'est un point qu'on a mis en avant dans les réflexions qu'on a menées, qui sont de dire, pour l'instant, la PAC, elle est tournée vers la partie amont et de la production. Et donc, une des personnes qui suit nous dit, mais est-ce qu'une solution ne serait pas finalement de subventionner l'alimentation des populations défavorisées? Et c'est un des points sur lesquels on travaille. Et les personnes qui sont intéressées là-dessus peuvent aller suivre ce qui se fait, par exemple, dans le territoire d'innovation dijonnais, où il y aura justement la mise en place de coupons alimentaires et donc de tester à l'échelle d'un territoire comment est-ce qu'on peut subventionner de l'alimentation sur des populations défavorisées, parce que ça rentre clairement dans ce que Hervé a présenté à la fin, de dire on ne peut pas réfléchir uniquement des réformes agricoles, parce que clairement, si on va vers de l'agroécologie, vers une diminution des rendements, on va aller vers une augmentation des prix. Et donc, on ne peut pas ne pas se poser la question de l'impact de l'augmentation des prix sur le budget des ménages. Donc, clairement, on partage cette préoccupation. Alors, Hervé, il y a eu un certain nombre de questions autour du bien-être animal et de la prise en compte du bien-être animal dans la PAC. Alors, on a un chapitre sur l'ouvrage qui est dédié à la partie élevage, et puis on a fait un webinaire au moment du SPACM. Alors, bon, peut-être que tu peux en redire plus autour de la prise en compte de la question du bien-être animal par la PAC.
Alors, oui, juste un mot peut-être sur, avant si tu permets, sur l'alimentation, en complément de ce que tu as dit, c'est, bon, Cécile a très bien dit que la grande force du Green Deal pour ce qui concerne l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est pour la première fois, en fait, dans l'histoire de l'Union européenne et des politiques européennes, c'est la grande cohérence entre ce qu'on va résumer par offre et demande, c'est-à-dire d'aborder l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, sans doute que demain, il faut travailler à des évolutions de la politique agricole commune qui doit aussi aborder, en fait, des aspects alimentaires de façon plus forte. Alors, vous le savez, aux États-Unis, c'est une composante essentielle, en fait, de la politique agricole américaine, hein, via les bons alimentaires, enfin, les coupons qu'ils ont aux États-Unis. Nous, en Europe, on ne faisait pas ça parce qu'on a un régime de sécurité sociale dans la plupart des États membres beaucoup plus fort. Et donc, on ne voulait pas faire ça. Mais je pense que maintenant, il y a légitimité à s'interroger sur mieux intégrer les aspects agriculture et alimentation en faisant très vite. Après, que ce soit mis en œuvre au niveau européen et national, ce sera à définir. Mais je pense que c'est important de faire cela. Alors, sur le bien-être animal, Hervé, il y a des questions précises dans le chat sur bien-être animal, justement. Voilà, oui, voilà, qui dit alors, quelle base de calcul pour l'éco-scheme pour un PSE bien-être animal compatible avec la boîte verte? Comment garantir des niveaux d'ambition suffisants au-delà du réglementaire? Alors, et globalement, que dire de l'élevage dans la PAC? Ah oui, alors là, on va c'est longtemps, mais là, puis j'ai vu qu'il y avait Philippe Chouteau était là, donc il pourrait intervenir. Il y a des collègues des instituts techniques animaux, comme moi je dis, quoi. Sur le bien-être animal. Comme les personnes, enfin, je vois qui a posé les questions, donc je les connais. Donc le point, c'est une demande croissante de la société européenne de façon générale. Et c'est une demande, alors avec des différences entre États membres, mais c'est une demande croissante. Voilà. Donc, et puis, c'est une demande légitime aussi. Voilà. La difficulté étant toujours que augmenter les exigences en matière de bien-être a un coût, et un coût qui peut être très important, en fait, pour les éleveurs. Quand vous réduisez les densités, quand vous ouvrez les bâtiments, etc. Bon, bref, ça peut avoir des coûts très importants. Et donc, il nous semble légitime que les efforts que peuvent faire les acteurs en matière de bien-être animal soient récompensés alors, au titre des investissements, donc les aides à l'investissement qui sont dans la PAC devraient être assorties de conditions renforcées en matière de bien-être, et je pense que c'est l'orientation qui arrive, et aussi au titre des éco-régimes, puisque en fait, le bien-être animal, c'est aussi un bien public global, en fait, au sens que l'on peut interpréter, parce que si vous avez, par exemple, un État qui fait un effort, un autre qui en fait moins, vous pouvez au total avoir, par des augmentations importées de l'État moins disant, une réduction du bien-être animal global au détriment des efforts que vous allez vous lui faire. Et donc, c'est important d'avoir ça, d'encourager les acteurs. Et donc, il nous semble qu'il y a un certain nombre, en fait, de grands items sur lesquels on peut travailler, qui sont en gros la suppression de la douleur, si possible l'arrêt de mutilation, le nombre de mètres carrés ou de par animaux et l'ouverture sur l'extérieur, qui sont en fait les 3 grands critères sur lesquels on pourrait asseoir des éco-régimes dans la future PAC. Et l'autre question, c'était quoi, Cécile? J'ai oublié. J'ai répondu. Oui, non, c'est bon, tu as répondu. Alors, pour autant, visiblement, la place de l'élevage interroge l'ensemble des participants. Alors, entre Philippe Noyau qui nous dit pas de ruminants, donc pas de fermentation, pas de fertilisation organique, donc pas d'agriculture biologique, etc. Donc, qui est vraiment de réfléchir, comment est-ce qu'on voit cette place de l'élevage dans l'histoire. Alors, juste commencer, mais Hervé en complétera. Clairement, le propos n'est pas de dire… De la même façon, il y avait une remarque sur
ben vous voulez stocker du carbone, mais vous voulez diminuer l'élevage. Oui, en fait, mais c'est bien toute l'histoire. C'est comment on articule une volonté de stockage de carbone dont les prairies permanentes vont être une des clés, et versus diminuer l'élevage parce que c'est une des sources d'un côté, une des sources d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi une question de santé. Alors, le propos ici, il n'est pas de dire on supprime l'élevage. Le propos ici, il est de dire comment on trouve une articulation entre la nécessité d'une production animale tout en minimisant les impacts sur l'environnement. Donc, Hervé, peut-être que tu peux compléter sur l'ensemble des travaux qui ont été menés, enfin, des réflexions qui ont été menées sur cette dimension-là, qui est la place de l'élevage dans le dispositif. Alors, donc, dans l'ouvrage, il y a un spécifique consacré à l'élevage, qui est en fait organisé un peu comme tous les chapitres de l'ouvrage. Donc, on pose les enjeux. Je pense que les points que l'on a voulu faire ressortir dans ce chapitre, écrit avec plusieurs collègues zootechniciens, la première, c'est certes, il y a comme on dit, des inconvénients, des effets externes négatifs, comme on dit les économistes, à l'élevage qu'il faut prendre en compte en matière d'environnement et de santé. Les émissions de gaz à effet de serre, en particulier des ruminants, sont là, et donc faut pas se cacher, mais en même temps, il faut compter les effets externes, comme ça a été mentionné dans vos questions, quoi. Et donc, la grande difficulté, c'est en fait de balancer en fait les avantages et les inconvénients. Et dans l'ouvrage, ce que l'on dit aussi, c'est du coup, il faut se poser la question en fait de certains soutiens à l'élevage et en particulier des aides couplées. Donc, il nous semble en fait qu'il y aurait nécessité de mettre à plat en fait les aides couplées. Elles sont importantes pour le soutien des revenus. Enfin, on sait évidemment, hein, voilà, il y a aussi un chapitre sur les revenus. Mais en fait, elles ne sont pas dynamiques. Et elles ont plusieurs inconvénients. Il y a des travaux qui ont montré le lien négatif entre ces aides couplées, par exemple, et la productivité. Elles figent en fait les producteurs dans ces productions parce qu'ils réalisent leur plan d'investissement en tenant compte de ces aides couplées. Et comme il y a aussi donc une remise des productions animales en excès au niveau de la consommation, c'est dans l'ensemble en fait des politiques agricoles et alimentaires qu'il faut considérer en fait l'avenir de l'élevage. Alors qui est important, il y aura toujours un élevage, mais en fait ce qu'il faut considérer, alors c'est un peu bête de dire ça, mais c'est sans doute de produire un moins mais mieux. Voilà. C'est un peu bête, voilà, ou un peu rapide comme slogan, mais c'est sans doute la place et le rôle que l'on peut avoir pour l'élevage dans l'Union européenne, voilà, dans un pays riche. Et ça va permettre de répondre à quelqu'un en même temps à un point que vous avez mentionné dans vos questions, sur lequel là, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Quelqu'un qui dit, mais ne peut pas, pourquoi on compenserait en fait l'augmentation du prix de l'alimentation, y compris les catégories les moins aisées. La question, c'est une question de répartition en fait du budget et de justice sociale, de justice économique, comme vous voulez, quoi. Comme les ménages les plus pauvres, aujourd'hui, ont un peu un double fardeau, au sens où ils consacrent une part proportionnellement plus élevée de leurs revenus aux dépenses alimentaires. Ils ont accès à une nourriture moins équilibrée que des catégories plus aisées, hein, dont moi je fais partie, par exemple, voilà. Si on veut améliorer l'objectif nutritionnel et alimentaire pour l'ensemble de la population, il faut sans doute envisager des mécanismes permettant de compenser la hausse des prix si celle-ci arrive. Et ça, c'est le premier point. Et la deuxième, point qu'on évoque très rapidement dans l'ouvrage, sur lequel on n'aura pas le temps de s'étendre, il y a aussi légitimité à renforcer ce que fait aujourd'hui la politique agricole commune en matière d'aide aux plus défavorisés, voilà, et aux personnes qui sont sous-nutries. Donc, c'est un point très important, en tout cas à considérer dans les études d'impact.
Alors, on a un commentaire que moi je trouve particulièrement intéressant autour de la question entre emploi, emploi agricole, installation dynamique sur les territoires et transition agroécologique. Alors, dans le prochain, dans la version anglaise de l'ouvrage, il y aura un chapitre autour de la question du travail. C'est vrai, on n'a pas traité dans le premier opus. Alors, dans les travaux qu'on mène, on voit clairement que transition agroécologique et demande de travail va de pair. Hein. On ne peut pas, dès lors qu'il y a transition agroécologique, il y a demande de travail supplémentaire. Et il y a une vraie question qui se pose entre comment est-ce qu'on articule une diminution sans cesse, notamment des agriculteurs, mais si on regarde bien, on a un maintien du travail salarié, mais certainement pas suffisant. Donc, comment une population agricole vieillissante et sans repreneurs vont pouvoir passer dans la transition, c'est clairement une question que le politique va devoir s'emparer. Et donc, c'est vrai que le top-up que la France a mis en place, donc en prenant le taquet qui était possible, qui était de 2% du P1 pour soutenir l'installation des jeunes agriculteurs, elle va dans ce sens-là. Mais il y a aussi des questions de formation qui sont aussi clairement à prendre en compte. Et alors, on avait regardé, pour revenir sur le problème de la disparition d'agriculteurs, il y a quelque part dans le chat dire il n'y a plus d'agriculteurs dans certaines communes. Oui, on avait identifié peut-être plus de 6 000 communes, plus d'agriculteurs, et je ne me souviens plus du nombre, mais on avait identifié aussi des zones où il n'y avait plus que 1 à 3 agriculteurs, et donc clairement, comment mettre en place des transitions agroécologiques alors que qui demande de la surveillance, qui demande plus d'actions juste au bon moment, si en même temps on va sur l'intensification, enfin sur l'agrandissement. Et on a aussi dans le chat eu une remarque là-dessus en disant mais alors ça va à l'encontre parce que finalement, et bien sûr, on se trouve clairement là à devoir faire des choix. Et la semaine dernière, un collègue qui disait, il faisait la remarque sur les ODD où en fait on met, vous savez, c'est pas parce qu'on met dans ce gâteau toutes les bonnes choses que pour le temps le gâteau est bon. Et là, on se retrouve dans la même question, c'est-à-dire on met en face un certain nombre d'objectifs. Donc, on veut de l'agroécologie, on veut du monde, on veut des produits concrets. Et là, il y a un moment, et ben, il y a des choix. Et c'est les trade-offs sur lesquels donc, oui, clairement, la question de l'emploi, elle doit être prise par le politique. Et la PAC a ses volontés. Dans le projet le renouvellement des générations, c'est clairement un des enjeux. Après, comment on va y arriver, on n'y est pas encore. Alors, Hervé, il y avait une partie des questions sur bien public global, bien public local, où justement, est-ce que l'eau, finalement, c'est un bien public local ou non? Est-ce que l'animal, c'en est un? Enfin, comment? Alors, nous, on a dit bien-être animal, c'est un bien public global. Alors, on peut peut-être revenir sur cette question de différenciation. C'est vrai qu'il y a des endroits où le nœud n'est pas si simple. Tout à fait. Alors, on t'entendait mal à la fin, Cécile. Donc, enfin, moi, toujours. Alors, bien public global versus local. Alors, il y a des économistes qui sont autour de la table. Il y a plein de notions, il y a plusieurs relatives au bien public. Il n'y a pas que global et local. Alors, ce qui nous semblait important, ce qui nous semble, parce que je veux toujours parler au présent, c'est que aujourd'hui, il faut trouver une manière de légitimer, enfin de justifier que vous avez aujourd'hui des éco-régimes dans le premier pilier et des MAEC dans le deuxième pilier. Ou alors vous mettez tout en même temps, comme vous voulez, quoi. Mais ce qui nous fait dire, ou ce qui nous a fait dire avec des collègues, que la distinction entre les piliers 1 et le pilier 2, qui a eu son utilité quand elle a été introduite, hein, bon, sans doute aujourd'hui elle est beaucoup moins utile, quoi. Il vaudrait mieux dire je cible des biens environnementaux et je définis la règle, par exemple, du taux de subvention
européen, de 100 à très très peu, en fonction de son caractéristique locale globale versus locale. Ce sur quoi on a voulu insister, c'est dire qu'aujourd'hui, la politique agricole commune et l'agriculture européenne, en matière il y a une urgence par rapport au climat. Vous avez peu de chance en fait de les voir aujourd'hui dans les MAEC, qui sont très très peu, qui sont plus sur environnement et biodiversité que sur climat. Et donc, faut renforcer dans le premier pilier, donc dans les écorégimes, les mesures sur le changement climatique, ciblées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou l'augmentation du stockage, avec des difficultés dont on pourrait parler longtemps, mais c'est très important. Et en matière de biodiversité, il y a des mesures qui existent dans le pilier 2 aujourd'hui, qui ont été prises. Il y a un peu de choses dans la conditionnalité aussi. Mais en fait, c'est sans doute l'indicateur environnemental qui montre dans les agroécosystèmes mondiaux européens la dégradation la plus forte, qui continue à se dégrader, d'où l'importance pour nous d'avoir de façon importante des actions sur la biodiversité, qui est un bien global par l'aspect patrimonial, qui a aussi évidemment des caractéristiques locales. Voilà, les oiseaux qu'il y a ici, chez moi en Bretagne, vous ne les voyez pas forcément partout, quoi. Bon, mais c'est un bien public global, et en tout cas, il faut les renforcer. Et ce qui nous fait dire du coup que l'écorégime, il y aurait intérêt à ce qu'il soit ciblé sur le climat et la biodiversité, défini au niveau européen, en particulier pour aussi éviter les distorsions entre États membres, et avec des budgets centralisés sur à la fois le climat et la biodiversité. Ce qui fait que dans le rapport pour le Parlement, on était allé jusqu'à préconiser de réserver 20% de l'enveloppe du pays à des mesures éco-régimes ciblées sur le changement climatique et 20% de l'enveloppe du pilier 1 également sur des éco-régimes ciblés sur la biodiversité. Alors après, c'est vrai que il est très rare, peut-être à part le changement climatique, qu'il y a un bien public global pur versus un bien public local pur, mais il nous semble que dès qu'un bien public a des caractéristiques globales, on a intérêt sans doute à le mettre dans l'écorégime. Alors, on a un certain nombre de questions autour de soutien à l'hectare versus soutien à l'actif. Alors, dans le chat, il y a eu une réponse en disant France Stratégie a fait une simulation. Dans l'ouvrage qui avait été piloté par le CEP sur le travail en agriculture, il y a aussi un travail là-dessus basé sur Magali pour regarder les différences que ça pouvait entraîner entre faire un soutien à l'actif versus à la place d'un soutien à l'hectare, dans l'idée derrière laquelle il y aurait que, en fait, on limiterait à ce moment-là l'agrandissement. Alors, les premiers résultats, enfin les résultats que j'ai en tête sur ces simulations, c'est oui, clairement, on va avoir un rééquilibrage parce qu'en fait, les grandes cultures se retrouvent avec une diminution de leur soutien au bénéfice plutôt de la polyculture élevage. Pour autant, j'avais été assez surprise que sortie de cette redistribution qui était autour d'une dizaine de pourcents, ce n'était pas si massif que ça. Mais clairement, derrière, il y a quand même un étiquetage, une ambition politique et une volonté politique qui porterait ce changement entre hectares et actifs. Alors, on a un certain nombre de questions autour de la gestion du sol, Hervé, sur est-ce que la PAC peut avoir aussi une action sur l'accès à la terre, et alors jusqu'à me demander si ça pourrait influencer le fonctionnement des SAFER. Alors, étant entendu que les SAFER ne sont pas des dispositifs nationaux, mais ben voilà, comment est-ce que la PAC peut intervenir sur des questions d'accès au foncier? Non, aujourd'hui, elle intervient très peu, en fait. Parce que c'est des prérogatives des États membres. Voilà. Et en passant, si on peut faire une prédiction un peu à la Madame Irma,
vu l'évolution, par exemple, de la PAC qui se dessine où on augmente la subsidiarité, m'étonnerait que ça repasse au niveau européen de façon importante pour ce qui est des sols. La question que je pense qu'il faut se poser, c'est chaque État aujourd'hui a des politiques, enfin les politiques structurelles restent, enfin je vais dire ça autrement, je recommence à zéro. La politique agricole commune, pendant longtemps, ça a été on dit un marché unique, voilà, ou un marché commun, comme vous voulez. C'était un marché commun des produits, essentiellement. Et c'était beaucoup moins, un marché commun des facteurs de production, quels que soient ces facteurs de production. C'est vrai pour les pesticides. Vous voyez bien, par exemple, que chaque État, même s'il y a des recommandations européennes, mais peut décider en fait d'interdiction par rapport à d'autres États, et avec des potentialités de distorsion qui sont mises sur la table, quoi. Et pour ce qui est des facteurs primaires de production, c'est-à-dire la terre, le travail et le capital, ça relève essentiellement, voire quasi exclusivement, des États membres. La question, c'est est-ce qu'il faut avoir un marché commun dans la PAC, des facteurs de production beaucoup plus forts qu'on ne l'a aujourd'hui. J'en suis pas certain, voilà. Et donc, il faudrait analyser la valeur ajoutée de développer ça au niveau de l'Union européenne, plutôt qu'au niveau de chaque État membre. Après, ce que dit la Commission, c'est que chaque État membre a les outils et donc peut se doter des outils pour réguler en fait ce qu'elle souhaite par rapport aux États membres. Les SAFER, pour prendre la question, c'est un problème franco-français. Voilà. Dans d'autres États, ils sont allés beaucoup plus loin, par exemple en matière d'intégration de la terre avec le système bancaire, etc. C'est pas forcément souhaitable, mais ce qui veut dire donc que ce sera pas facile. Moi, je pense que pareil, ce qu'il faut, c'est analyser en fait les avantages et les inconvénients des différents systèmes. Et ça rejoint pareil la question de l'hectare versus de l'actif là que vous avez mentionné. Oui, le système à l'hectare, il a été utile à un moment donné pour faire entrer le découplage, etc. Il a sans doute vécu entre guillemets, voilà. Et maintenant, il faut se poser des questions de comment vous justifiez mieux l'aide de base. Alors, naturellement, ça vient à l'emploi, mais il faut résoudre le problème. C'est-à-dire, il faut résoudre les problèmes. C'est quel emploi vous considérez? Est-ce que vous prenez les emplois agricoles familiaux seulement? Est-ce que vous prenez les salariés, les emplois indirects, les emplois induits? Mais ça s'analyse, c'est comme tout. Voilà. Et je pense que c'est important à faire cela, sachant que la Commission, elle va vous répondre qu'elle a mis sur la table plein d'outils pour avoir une redistribution si l'État membre le souhaite, quoi. Donc, si c'est l'aide à l'emploi pour avoir une redistribution, vous avez déjà des outils. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que l'aide à l'emploi permet de mieux installer les jeunes agriculteurs? Et c'est sans doute ça qu'il faut travailler. Ah, on t'entend plus? Alors, je vais prendre. Oui, si j'enlève mon micro, ça ne va pas. Le webinaire va toucher à sa fin, mais il y a quand même tout un pan des questions qu'on n'a pas abordées qui sont le lien au commerce et aux échanges extracommunautaires. Dit autrement, c'est très bien, on va faire des efforts, mais comment est-ce qu'on fait pour que ces efforts-là ne soient pas complètement annihilés par une concurrence par les pays par les productions extra-communautaires, et donc toute la question des barrières aux échanges. Enfin, alors peut-être rapidement, comment est-ce que nous on a traité ces questions-là, et par exemple avec l'exemple du Mercosur auquel tu as participé est assez éclairant sur cette question. Alors, évidemment, c'est une grande question, alors, mais en un peu de temps. On a 1 minute. Voilà, le point sur lequel on veut insister, et ce qu'on a mis dans la présentation avec Cécile, c'est qu'il est important d'avoir les mesures frontières en même temps que les mesures de la PAC, l'efficacité du Green Deal. Il faut avoir PAC, politique alimentaire, politique commerciale. Donc on soutient fortement, et il y a légitimité économique aux taxes carbone qu'il faudrait ajouter des taxes biodiversité. Le problème, c'est un peu le décalage de l'Union européenne, enfin le décalage politique sur ces politiques commerciales par rapport à, par exemple, ce qui est dans la PAC. Mais c'est très important, notamment pour éviter les fuites de carbone, les fuites de pollution à l'étranger. Après, le point, je dirais, c'est qu'il ne faut pas surestimer non plus.
Il n'y a pas que l'Europe, c'est le premier importateur et le premier exportateur de produits agricoles. Après, on peut discuter avec si vous mettez les poissons, etc. Mais, okay. Mais en gros, c'est un très gros importateur et un très gros exportateur. Voilà. Et du coup, il n'y a pas que nous qui faisons des efforts. Un autre exportateur très important de produits laitiers, qui est la Nouvelle-Zélande, vient aussi de se fixer un objectif de neutralité carbone un peu avant nous-mêmes. Voilà. Donc, ça va aussi peser sur l'économie néo-zélandaise, où les ruminants représentent une très, très grosse part des émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas exactement comment ils vont faire. Voilà. Mais je pense qu'il est très important de soutenir l'initiative de la Commission de la neutralité carbone, voilà, d'aller dans ce sens-là et d'intégrer ça mieux dans les politiques commerciales, ce qui suppose sans doute de revoir le cadre dans lequel celles-ci sont définies aujourd'hui, en faisant intervenir plus sans doute le Conseil et le Parlement. Alors, merci beaucoup. On est au terme de ce webinaire. Alors, comme vous l'a mis Christophe dans le chat, ceux qui veulent recevoir le support de la présentation, vous nous envoyez un message à com-inrae-webinaire@inrae.fr. Donc, com-inrae-webinaire@inrae.fr et on vous enverra le support. Merci encore de l'ensemble de ces échanges et à bientôt pour de nouvelles aventures PAC, parce que comme dirait Hervé, c'est une politique de petits pas et donc on se reverra sur le prochain petit pas. Au revoir. Merci, au revoir.